La SCPI, la Société Civile de Placement Immobilier, la pierre papier, comment bien investir, comment faire les bons choix. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler pierre-papier, pour parler SCPI. Tout d'abord Guy Marty, bonjour. Bonjour. Alors Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr, qui est un site à la fois d'information, d'analyse, de pédagogie sur tout cet univers de la pierre-papier. Et Jonathan Diver, bonjour. Bonjour Olivier. Fondateur du site meilleurscpi.com. Alors à tous les deux, peut-être en question d'introduction dans des marchés immobiliers complexes. On a vu entre la hausse des taux, la croissance, l'inflation, même le résidentiel qui marquait un ralentissement. En quoi la Société Civile de Placement Immobilier, la SCPI, il en existe plusieurs, mais en quoi tout d'abord la SCPI est un produit moderne, Guy ? Elle reste dans l'actualité plus que jamais parce que, essentiellement pour deux raisons à mon sens. La première, c'est que c'est un placement très commode, tel qu'on les fait aujourd'hui, c'est-à-dire ça peut se faire sur ordinateur, ça peut se faire avec un conseiller, mais on achète des parts d'un fonds immobilier, autrement dit d'un ensemble d'immeubles, et puis il n'y a plus aucun souci de gestion. Et en même temps, on peut le faire à son rythme à soi, c'est-à-dire qu'on peut mettre 100 € par mois, ou on peut mettre 5 000 € d'un seul coup, ou on peut mettre même si on veut 100 000 €, mais c'est un placement extrêmement fractionné, donc ça, c'est tout à fait dans l'ordre du jour. Et la deuxième raison, qui est à mon sens très importante, c'est qu'on est dans un monde qui bouge énormément, qui bascule, on ne sait pas où il va. Or, les fonds immobiliers comme les SCPI, sont particulièrement adaptés pour bouger aussi. C'est-à-dire que les gérants peuvent très bien, comme il y a beaucoup d'immeubles, il y a des flux de loyers importants, ils peuvent très bien retravailler un immeuble de façon importante ou même vendre un immeuble, en acheter un autre. Donc ils peuvent s'adapter. Donc la SCPI, de ce point de vue-là, comme beaucoup de fonds immobiliers d'ailleurs, reste toujours d'actualité. Très bien, Jonathan, sur la modernité de la SCPI. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement moderne, alors que ça a quand même presque plus de 60 ans. Moderne, alors déjà, l'épargne immobilière, la SCPI, répond à différents objectifs patrimoniaux. Donc tout au long de la vie, c'est important de se dire que la SCPI peut répondre à différentes problématiques de constitution de capital, de revenus pour la retraite à un horizon déterminé, de transmission, d'utilisation de l'effet de levier, etc., etc. Donc il y a des objectifs patrimoniaux. Et ça, quand on est épargnant, c'est important de pouvoir répondre à ces objectifs patrimoniaux. Mais le deuxième élément qui me paraît quelque part très important, c'est qu'on est sur un produit extrêmement transparent. Et j'aime bien le dire de façon un peu provocante, on est sur le produit d'épargne le plus transparent du marché et aussi sans doute le plus démocratique du marché. Le plus démocratique ? Oui, parce qu'en fait, votre fonds, c'est vous qui décidez en assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Vous votez quand vous êtes épargnant. Quand vous êtes dans d'autres types de fonds, ce n'est pas le cas. C'est le gérant qui décide, on va dire, de façon plus importante. Donc, il y a un aspect démocratique et de transparence. Et dans le monde actuel, où on a quand même notre ministre de l'économie, qui nous indique que l'épargne doit être fléchée vers de l'épargne réelle, productive, etc., etc. En fait, quand on investit en SCPI, on voit qu'on investit dans un produit qui participe à l'économie réelle, qui participe à la fiscalité à la fiscalité locale, à la fiscalité de l'État avec les revenus, etc., etc. Donc on voit bien qu'on est sur un produit extrêmement souple, comme l'a évoqué Guy, et qui répond à plusieurs problématiques patrimoniales. Et en même temps, on a une très grande transparence. Et je trouve qu'en 2024, quand on investit, on doit avoir de l'épargne fléchée et comprendre où va son épargne. Très bien. Alors, la transparence, Guy, tout d'abord, pour rappeler les fondamentaux de la pierre-papier de la SCPI. Alors, le premier fondamental, pour agir sur votre expression, c'est de se souvenir que c'est de l'immobilier. En fait, on sait bien qu'il y a deux choses de support qui transportent l'argent dans le long terme. Ce sont les entreprises, donc la bourse, et l'immobilier, donc dans notre cas, les SCPI. Donc les SCPI, c'est de l'immobilier, donc c'est du long terme. Et c'est une première chose à ne jamais oublier, parce que, évidemment, nous vivons dans un monde de surinformation, d'actualité permanente, il faut que ça bouge, etc. Mais il y a un paradoxe là, parce que si on commence à regarder tous les jours quelque chose qui en fait est fait pour durer, Jonathan a parlé de préparation à l'épargne. Bon, si on a choisi
une SCPI dans laquelle on investit régulièrement, par exemple, pour préparer son épargne, qu'est-ce que ça peut faire qu'un jour, il y ait ceci qui se passe, un autre jour, il y ait cela? On est parti pour du long terme. On est sur du temps long. Exactement. Ouais. Et le temps long, comme dans tout ce qui est dans l'économie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des chocs. Il y a des très belles périodes, il y a des moins bonnes périodes. Donc oui, il y a des choses qui se passent et l'actualité peut quelque part les surestimer psychologiquement. Tranquillité de gestion. Bien expliqué. Alors, ça, c'est important parce que, en fait, quand on est propriétaire immobilier, en fait, pour l'immobilier, il y a deux solutions. Soit on achète un appartement, une maison, ou on achète des biens directement. Soit on a un fonds immobilier, donc la SCPI. Dans la délégation de gestion, il y a le fait que c'est le gérant qui se prend tous les soucis, toutes les préoccupations, tout ce qu'il y a à faire. il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Donc, en fait, on fait son virement, on reçoit les revenus. Le jour où on vendra, on recevra l'argent. Mais il n'y a rien d'autre. Sauf, comme l'a précisé Jonathan, de voter en Assemblée Générale si on a envie de s'impliquer. Donc, on est tranquille. Et c'est une délégation professionnelle. C'est-à-dire que ceux qui s'occupent du patrimoine sont précisément des spécialistes immobiliers qui essayent sans cesse de basculer vers l'avenir et qui vont transformer les immeubles pour qu'ils soient tout le temps dans le jeu. Ce qui est très intéressant. On parle aujourd'hui beaucoup de la crise immobilière, etc. Tout le monde se la prend dans l'immobilier. OK. Mais si on regarde aujourd'hui les patrimoines des CPI, on s'aperçoit qu'ils sont très différents de ceux d'avant la crise de 2008. Qui étaient déjà un peu différents de ceux d'avant. Vous savez, l'éclatement de la bulle Internet, c'était terrible pour le marché des bureaux à l'époque. On l'a un peu oublié. Eh bien, les SCPI ont fait évoluer leurs immeubles. Et dans les années 90, il y a aussi une crise de l'immobilier extrêmement grave. Donc, les patrimoines évoluent au fur et à mesure parce qu'il y a des gens qui s'en occupent. Et on peut diversifier en fait ces placements selon les stratégies aussi. On est plus axé sur le bureau, d'autres sur la logistique, d'autres sur le résidentiel, que ce soit en France ou en Europe. Oui, alors là, il y a deux attitudes. J'ai presque envie de dire deux religions. Il y a toujours ceux, et on avait la même chose d'ailleurs en bourse pour les portefeuilles boursiers, si vous voulez. Il y a ceux qui veulent organiser une diversification maximale à l'intérieur d'un portefeuille. Donc on a des CPI diversifiés, dans lequel il y a tout, il y a du bureau, du commerce, de l'hôtellerie, de la santé, etc., du logement, etc., etc. Et il y a les CPI spécialisés, où à ce moment-là, c'est celui qui les achète qui fera sa propre diversification. Et il y a une protection réglementaire, mais aussi c'est l'une des façons de se constituer un patrimoine. Voilà, c'est-à-dire que la partie réglementaire est très importante. La SCPI fait partie des fonds immobiliers réglementés à l'échelle européenne. Donc il y a une protection pour l'épargnant, puisqu'il y a certaines choses que les gérants ont le droit de faire, d'autres qui n'ont pas le droit de faire, il y a des choses qu'ils sont obligés de faire, etc. Donc il y a une protection de l'épargne. C'est pas du tout la même chose que dans l'immobilier. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas acheter son appartement, qu'il ne faut pas faire d'investissement locatif, surtout pas ici. Mais en plus, je pense que ça peut être très intéressant. Mais quand vous avez acheté un appartement, vous voulez le revendre, vous êtes seul. Vous êtes seul contre le marché. Il n'y a personne qui est de votre côté. Là, les immeubles qui sont dans la SCPI, ils sont vraiment accompagnés, gérés, travaillés. Très bien, on va dire quelques mots, Guy, maintenant qu'on a un peu ce mode d'emploi en toute transparence sur les assises de la pierre-papier. Rendez-vous qui s'est tenu il y a quelques jours, ça existait depuis pas mal d'années, ça avait été interrompu avec le Covid, et puis ça a repris donc il y a quelques jours. Quels sont les éléments à retenir, Guy ? Alors déjà, c'est évidemment pierrepapier.fr qui a repris ses assises, mais cette fois-ci avec l'immédiat. Nous sommes un site pour les CGP, donc les conseils en investissement et les particuliers. Et l'immédiat est une équipe qui travaille pour les CGP. Et les deux équipes, disons, ont mis ensemble leurs compétences pour faire une soirée où on ne se prenait pas trop au sérieux, tout en étant sérieux. Voilà. Alors, les enseignements. Le premier enseignement, c'est que si les professionnels ont évidemment pris le choc de ce qui se passe actuellement sur l'immobilier, avec les taux d'intérêt, avec le durcissement des marchés, ils restent très confiants. Et ils se retroussent les manches. Et ils ne baissent pas les bras. Et simplement parce qu'il y a cette conviction
que c'est même en période de crise, et au contraire en période de crise, c'est là qu'il faut bien préparer l'avenir, parce que de toute façon, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il faudra bien habiter quelque part, faire ses courses quelque part, ou travailler quelque part. Et donc, quelles que soient les mutations qu'on va connaître, de toute façon, il y aura de l'immobilier. On ne connaît pas encore sa forme, mais il y en aura. Donc confiance, ça c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, et ça c'était une grande surprise, vous savez, on voulait faire des prix ESG, environnement, social, gouvernance. Et on avait dès le départ expliqué que, bon, vu tout ce qu'on entend, toutes les annonces, tout ce qu'on dit, etc., c'est difficile de se retrouver. Donc, ces prix allaient se faire non pas sur ce qui est dit, mais sur ce qui est fait. Et là, le jury, qui est un jury composé de vraiment super personnalités, a été complètement étonné de voir qu'il y a des sociétés de gestion qui ont fait des réalisations extraordinaires pour implémenter le fait de faire des économies d'énergie, le fait, disons, de contribuer socialement. D'investir dans des logements sociaux, notamment. Exactement. Le développement durable. Voilà. Ou de faire participer, vous voyez, par exemple, une SCPI Santé qui a reçu un prix, elle a des comités avec des médecins, elle a des comités avec des chercheurs, précisément pour accompagner et que l'investissement immobilier soit vraiment utile aux activités de ce secteur. Donc ça, c'est vraiment la deuxième surprise. Alors, il y a eu aussi... Vous avez peut-être montré une image tout à l'heure. Oui, on a montré, mais qui riaient. Ça, on va aller voir de toute façon sur le site Pierre Papier, notamment les différents prix qui ont été... Oui. Et en fait, on a vu que les professionnels étaient sérieux sans se prendre au sérieux, ce qui est quand même réconfortant. Bon. Jonathan, alors, conférence de presse, vous, la semaine dernière, quels sont les principaux enseignements à retenir ? Oui, alors on a fait une conférence de presse sur le marché de la pierre papier au global. Donc, je pense que c'est important, comme vient de le souligner Guy, de rappeler que ces fonds, ils réalisent un travail assez remarquable et qui participent à l'économie réelle. Et que quand on a son immobilier en direct, son appartement en direct, c'est plus compliqué de faire des travaux dans un ensemble immobilier global, alors que quand on est en SCPI, le gérant, il va pouvoir le faire sur son immeuble parce qu'il détient la pleine propriété. Ouais. C'est un petit sujet qui est loin d'être un petit sujet parce qu'on a quand même des enjeux à horizon 2030. Le marché de la pierre papier en 2023, il a Quelques été... chiffres clés. Ouais, il a été... Les chiffres clés, en gros, une collecte de plus de 5,8 milliards d'euros. Donc, c'est une collecte qui est en retrait par rapport aux années précédentes, mais... Donc, il y avait une bonne année 2022, 2023 moins bien, voilà, ça oui. Moins bien, mais parce qu'il y a eu beaucoup de retraits aussi. Si on avait pris la collecte brute, on est à plus de 7 milliards. Donc c'est quand même des montants qui sont significatifs. Et les Françaises et Français ont bien compris cette transparence d'information sur ces véhicules. On a eu 6 milliards d'euros d'investissement aussi. Et ces 6 milliards d'euros d'investissement, c'est des montants qui sont quand même significatifs pour les SCPI parce que les SCPI nous entourent. Plus de 12 000 actifs immobiliers répartis un peu partout en Europe, alors principalement en France. Vous êtes forcément passé des dizaines de fois, Olivier, devant des actifs, même des centaines, voire des milliers de fois devant des actifs qui appartiennent aux SCPI. Donc il y a une réalité. On a un marché qui est un marché à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des SCPI qui sont dans une position très forte en termes de collecte. Et celles qui collectent de façon très forte, c'est plutôt très bénéfique pour elles parce qu'aujourd'hui, dans le contexte du marché, avec cette hausse des taux, quand vous avez la hausse des taux, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le crédit coûte plus cher. Si ce crédit coûte plus cher, pour l'investisseur, ça lui coûte plus cher d'acheter son actif immobilier. Et le banquier va lui demander de mettre plus d'argent sur la table. Les SCP, elles ont une chance. Ce sont des equity players, ça veut dire quoi ? Ce sont des investisseurs cash sans conditions suspensives. Donc dans un momentum où les conditions de crédit se durcissent, c'est très bénéfique pour les equity players. Et aujourd'hui, ces SCPI qui collectent de façon dynamique, elles sont en train de saisir d'excellentes opportunités. Donc si vous voulez, c'est compliqué parce qu'on doit dire aux épargnants, investir au son du canon, vendre au son du violon. Mais dans ce momentum, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à voir. Pour ceux qui n'y connaissent rien, où ont été les meilleures rentabilités, typiquement ? Est-ce qu'on peut sur les SCPI, les meilleures rentabilités, on était sur des rendements... il y en a même une qui a distribué plus de 8%, l'année dernière. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en tout cas, il y a presque une quinzaine de SCPI qui ont distribué plus de 6% en 2022.
en 2023. Maintenant, je pense que c'est important de rappeler aux épargnants et puis à vos auditeurs que quand on investit en SCPI, alors tout à l'heure Guy disait, voilà, on prend l'exemple, un investissement de 50, 100 000 euros, etc. Vous n'allez pas investir dans une seule SCPI. Vous allez répartir votre SCPI. Diversifier au maximum. Voilà. Alors, il faut diversifier. Je pense que son portefeuille moyen global doit afficher une performance de 5%. Donc si vous avez du 6% sur une SCPI, vous pouvez tolérer d'avoir une SCPI qui soit peut-être avec des actifs mieux localisés sur un rendement inférieur. Mais voilà, en tout cas, la performance 2023 des SCPI, c'est un peu plus de 4,50. Les perspectives de rendement à date pour 2024, en étant assez prudent, on est à plus de 4,8. Oui. Donc on a une performance potentiellement qui va, en tout cas un rendement affiché immédiat qui va augmenter. Pourquoi ? Avec deux effets. Il y a certaines SCPI qui ont baissé leur prix de part en 2023. Alors principalement des SCPI rattachés au groupe bancaire et ou avec des assureurs vie qui sont dedans. Donc ça, c'est le premier effet qui fait que mécaniquement, votre rendement immédiat augmente. Et puis le deuxième effet, c'est que les rentabilités d'acquisition, aujourd'hui, vous achetez des actifs immobiliers avec des rendements immobiliers qui sont meilleurs que l'année dernière. Donc forcément, si j'achète des rendements immobiliers qui sont meilleurs que l'année dernière, j'améliore la rentabilité de mon portefeuille au global. Bon, très bien. Alors on va voir maintenant avec vous tous les deux, est-ce que justement ce sont dans les périodes de crise qu'il y a les meilleures opportunités, Guy ? Alors oui, sauf que ces opportunités, elles ne sont pas saisies comme on le voudrait une fois qu'on a vu la crise passer. Je m'explique. Vous savez très bien qu'en bourse, par exemple, c'est quand la bourse baisse que les gens vendent ou n'achètent pas, et puis c'est quand elle est bien montée déjà que les gens achètent. Bon, il y a un peu le même réflexe avec l'immobilier, c'est-à-dire que là on parle de crise. C'est l'effet de l'actualité. Donc, on a tendance à être un peu paralysé. Ce qui veut dire que, premièrement, et ça, Jonathan l'a bien donné dans cette statistique, premièrement, il y a une crise, les SCPI collectent moins. C'est dommage. Alors, c'est vrai que celles qui collectent ont de belles opportunités d'achat. Surtout, ce qui se passe, c'est que avec les crises, on risque de remettre en cause un placement long terme. C'est-à-dire que, si je voulais revenir un peu sur les fondamentaux, en fait, dans un patrimoine, l'argent que l'on met, ou l'épargne que l'on met pour préparer l'avenir, on ne doit pas en avoir besoin, bon, sauf cas très exceptionnels. Donc, autrement dit, il y a une façon de répartir, une sorte de diversification qui consiste à dire j'ai de l'épargne plus ou moins disponible, plus ou moins liquide, et j'ai de l'épargne long terme. Si on a bien fait cela, bon, sauf événement exceptionnel, on n'aura pas besoin de son placement boursier ou de son placement immobilier en période difficile. Et c'est là qu'on gagne. Et la vraie opportunité, ce serait d'acheter un peu plus. Mais ça, il faut parfois un peu de courage pour le faire. Sur les opportunités, Jonathan. Oui, alors sur les opportunités, il faut regarder les rendements immobiliers. Donc les rendements immobiliers, par exemple, dans le Paris quartier central des affaires, il y a eu un taux de rendement immobilier qui a largement augmenté en 12 à 18 mois. On peut prendre l'exemple de Sofidy, donc qui est une société de gestion assez importante qui a acquis un actif immobilier dans le quartier central des affaires, juste à côté de l'église Saint-Augustin. Ils ont acheté sur un taux de rendement de 6,5%. Ce même actif, il aurait été acheté, on va dire, 18 mois avant, peut-être sur un rendement de 3,75. Donc on voit bien que dans ces périodes-là, il y a des opportunités à saisir. Rappelez-vous un peu la logique d'equity player. En fait, on est sur une plage où il y a beaucoup moins de monde, donc c'est beaucoup plus agréable de profiter de cette plage, et c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter. Vous voyez ? Et quand on est dans des phases où tout le monde veut y aller, c'est là où il faut plutôt restreindre en fait ses montants d'investissement, ses montants de collecte, etc., etc. Et il faut être très opportuniste. Et une façon de rentrer quelque part, ou en tout cas d'épargner de façon régulière, c'est l'épargne mensuelle, parce que l'épargne mensuelle sur le très long terme, ça fait des petits qui sont assez significatifs. Et comme l'a dit Guy aussi, je pense qu'un épargnant, la première chose qu'il doit bâtir, c'est son budget mensuel. Ouais. Combien je dépense chaque mois, et en prenant toutes les dépenses de l'année, c'est-à-dire vos vacances, les travaux dans la maison, etc., etc., etc. Combien je dépense annuellement, je me fais un budget, combien je gagne, et le delta entre les deux, c'est l'épargne mensuelle. Et on parle souvent de l'effet de levier du crédit, mais l'effet de levier le plus important, selon moi,
dans un patrimoine, c'est l'effet de levier de l'épargne mensuelle. Alors justement, pour poursuivre un peu, ceux qui sont dans le train de la pierre papier, de la SCPI, qui y sont, on voit bien aussi avec vos conseils, il faut attendre, il n'y a pas de panique à avoir. Pour le jeune qui n'y est pas encore dans ce train, qui aurait 1 000 € aujourd'hui à épargner, quels sont vos conseils en fait? Quels sont vos bons conseils dans le domaine? Alors, disons que je vais rebondir sur ce qu'a dit Jonathan, parce que nous sommes tous les deux très en phase là-dessus, et on a tous les deux fait la promotion de l'épargne en début de mois, mensuellement, qui est très très efficace. Mais il me semble que, juste 3 000 € ou 1 000 €, c'est pas un montant dans une vie. Donc, l'idée, c'est de se dire... Il faut bien démarrer. Il faut bien démarrer doucement, oui. Mais dans ce cas-là, se faire un plan avec une partie des 1 000 € sur de l'épargne franchement disponible. D'accord. Et là, il y a tous les livrets, etc. Et une partie qu'on met vers l'avenir et à laquelle on ne retouchera plus. Et à ce moment-là, oui, sur cette partie-là, en regardant ce qu'on pourrait épargner chaque mois régulièrement, on peut partir sur des SCPI, bien évidemment. Mais pour revenir, pardon, je laisse terminer là-dessus, mais j'aurais un point à revenir. Juste sur les conseils pour un jeune. Il y a plein de SCPI qui permettent d'investir à partir de 1 000 € d'investissement. Alors, 1 000 €, c'est un tout petit peu réduit si on veut faire en sorte d'épargner. Si on épargne par exemple 100 € par mois, oui, parce que l'idée, c'est au départ, Jonathan, on peut mettre que 50 € par mois. Donc, on peut dire avec 1 000, on peut démarrer aussi. Voilà, on démarre avec 1 000 € et puis on va pouvoir mettre 50 € sur une SCPI, 50 € sur une autre, mettre en place ce qu'on appelle les réinvestissements des dividendes. Alors, sur les réinvestissements des dividendes, on est quand même fiscalisé, mais c'est pas grave. Sur le très long terme, pas trop technique, attention. Voilà, on reste d'être voilà. Donc, en mettant, je vous ai fait un petit exercice, 1 000 € le premier jour, 100 € par mois pendant 20 ans, en étant vraiment très rigoureux et régulier. Je pense qu'il faut être exigeant avec soi-même là-dessus. On aura placé plus de 36 000 €, mais sur 20 ans. Alors, si on le fait sur des montants plus importants, vous voyez que ça va très vite. Et quand on démarre à 25 ans, en fait, on a quand même 40 ans devant soi. Et j'ai pas fait l'exercice sur 40 ans, mais sur 40 ans, les intérêts composés, ça aurait été exponentiel en termes de montant. Donc, plus vous avez un horizon lointain, mieux c'est. Et je le dis régulièrement à mes clients que j'accompagne dans l'investissement par de SCPI, faites-le pour vos enfants. S'il y a un élément en termes de transmission, d'éducation, de pédagogie financière à proposer à ses enfants, c'est celui-ci de dire chaque mois, je mets de l'argent de côté. Guy. Moi, je voulais dire qu'on ne doit pas oublier, quand on fait un placement, que les deux des grandes injustices du monde, c'est jeunes contre vieux et c'est pauvres contre riches ou riches contre pauvres. Jeunes contre vieux, on le retrouve 2 fois en matière de CPI. On le retrouve d'abord parce que les jeunes aujourd'hui, ils arrivent dans une période de crise immobilière, donc c'est une bien meilleure position pour acheter. Et on le retrouve aussi dans les jeunes SCPI qui, elles, constituent tout leur patrimoine dans les conditions nouvelles du marché. Ça, c'est la première injustice. Tant mieux pour ceux qui en profitent. Et puis, il y a en symétrique l'injustice riche contre pauvre. Parce que les SCPI traditionnelles qui existent depuis des années, elles ont accumulé des patrimoines importants, parfois des réserves importantes, elles ont des flux importants et elles peuvent beaucoup mieux transformer leur patrimoine et basculer vers l'avenir. Et donc il y a un peu tout ça qui joue. Les pièges à éviter. Les bons conseils pour terminer tous les deux. Jonathan. J'ai envie de dire que le premier des pièges, c'est... pour moi, le piège que je vois très régulièrement, c'est l'épargnant qui parce que son banquier le finançait, a pris la SCPI bancaire. Et en fait, désolé de le dire, mais la SCPI bancaire, les performances des SCPI bancaires, et nous on le suit depuis presque 13 ans, sont 10% inférieurs aux SCPI de sociétés de gestion indépendante. Donc je pense que c'est un premier écueil. Deuxième écueil, c'est celui de ne pas diversifier son portefeuille de SCPI. C'est très important de se fixer un budget parce qu'il y a des opportunités à tout moment. Et moi, je préfère toujours un client qui va investir 5 000 € par an pendant 20 ans parce qu'on va pouvoir se positionner sur différentes SCPI à différents moments de marché, etc., et constituer son portefeuille plutôt que de faire comme on dit, one shot et all-in d'un coup. Guy, les pièges à éviter, les bons conseils pour terminer. Je vais donner aussi 2 pièges, puis je ferai une petite conclusion qui vous amusera peut-être. Premier piège, penser qu'on sait de quoi demain sera fait. C'est assez extraordinaire comme à chaque instant,
On veut croire. Aujourd'hui, par exemple, on dit voilà, l'hôtellerie est bien repartie, la santé est un placement d'avenir, la logistique est un placement d'avenir, etc. C'est sûrement vrai. Mais l'avenir, dans le domaine de l'épargne, comme dans la géopolitique, comme dans l'économie, est toujours plein de surprises. Donc le premier piège, ce serait de penser qu'on sait de quoi demain sera fait et de ne pas agir en fonction de ça. C'est pour ça que les notions de diversification sont importantes, parce que des choses peuvent se passer d'inattendues. Le deuxième piège, c'est... Ah ben je l'ai oublié. Voilà. Mais je vais conclure quand même sur un point. Alors une conclusion. Je vais conclure. Désolé pour le deuxième piège, je l'ai oublié, mais je voudrais dire que la SCPI, c'est un peu le U, accent grave, de votre clavier d'ordinateur, Olivier. Vous savez, sur votre clavier, vous avez un U accent grave. C'est une touche. Or, ça ne sert qu'à un seul mot, le où, dans où va-t-on. C'est assez extraordinaire. Eh bien, la SCPI, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a plein de placements de toutes sortes, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a une chose à regarder qui a un impact énorme, c'est la SCPI dans un patrimoine. Eh bien, merci à tous les deux. Et avant de terminer, juste un rendez-vous, c'est le Salon du patrimoine immobilier qui se déroulera les 3 et 4 avril à Paris, au carreau du Temple, où je pense qu'on vous retrouvera tous les deux. Jonathan Diver, merci beaucoup. Merci Olivier. Guy Marty, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.